Bonjour, bonjour. Ça y est, on va aborder deux sujets. La déclaration de Awa Domelo du parti PPACI et aussi de l'interview du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bitogo, qui était de passage, je ne sais pas s'il est encore à Paris, s'il séjourne encore à Paris, de l'interview. Donc, deux questions qui m'ont été posées sur mon interprétation sur l'interview d'Adama Bitogo, qui est le président de l'Assemblée nationale du Côte d'Ivoire, pour la 50e session de la francophonie à Paris, qui s'est tenue en France, l'interview du président de l'Assemblée nationale et ensuite de la déclaration de Awa Domelo. Je suis Gouzana Ounou, citoyenne ivoirienne vivant en France. Je suis engagée pour la citoyenneté. Je suis engagée pour le respect des principes démocratiques. Je suis engagée pour la promotion de la francophonie parce que je suis francophone. Francophone, je le suis, je le revendique, je le reste. Et on va aborder ces questions-là très rapidement, sans plus tarder. L'interview du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire en France sur une chaîne de télévision française. Vous m'avez posé la question de savoir qu'est-ce que j'en pensais. Très sincèrement, je ne voulais pas trop m'étaler sur ces questions. C'est pour ça que vous aurez remarqué, je n'ai pas parlé de ça sur ma page Facebook, ni même d'abord sur TikTok, ici où je suis avec vous. Mais je pense que Monsieur Bitogo est une personne suffisamment intelligente pour faire une erreur politique, surtout à l'international, en tant que chef d'institution. Donc, à mon sens, personnellement, je le dis, ça c'est moi personnellement, je pense que les Ivoiriens aiment tellement le buzz. Peut-être c'est une forme de communication aussi pour orienter les Ivoiriens sur autre chose, je ne sais pas, mais je pense que il est intelligent pour faire une erreur politique en tant que chef d'institution hors de son pays, là où il vient assister à une session de la francophonie avec plusieurs pays, plusieurs chefs d'institutions présents en France, parce que c'est quand même 61 pays et 28 chefs d'institutions africains, des femmes comme des hommes, dont 28 chefs d'institutions africaines, autant pour moi, ici à Paris. Donc, il ne peut pas se permettre de faire des erreurs de déclaration, surtout que le RHDP, donc le parti au pouvoir, a tenu un congrès en Côte d'Ivoire, congrès auquel ils ont tous participé et ils ont tous appelé, à part deux personnalités politiques, mais tous ont appelé à ce que le président, certains même parlent de quatrième mandat. Bon, ça c'est leur forme de communication, mais je ne vais pas rentrer là-dessus, mais nombreux faisaient des déclarations sur ces questions-là. Donc, Monsieur Bitogo venu en France et fait une déclaration sur une chaîne française où il dit qu'il est prêt à représenter, à être le candidat du parti au pouvoir pour les élections d'octobre prochain. Moi, je m'interroge sur la forme de communication de la chose, mais je ne pense pas que ça soit sincère. Bon, voilà. Les Ivoiriens aiment l'humour et le buzz et l'autodérision. Donc, les politiques aussi, il ne faut pas croire que les hommes politiques sont différents des Ivoiriens. C'est aussi des Ivoiriens. Ils aiment beaucoup le buzz, ils aiment l'humour. Peut-être c'est une forme d'humour. Ah, ma soeur Dominique Yabaz du côté de Facebook, je t'embrasse. Oui, donc c'est une forme d'humour. Il a fait une déclaration, une interview avec un journaliste
où il a dit, le président lui a accordé sa confiance pour aller reconquérir ou conquérir Yopougon, parce que moi, Yopougon quand même, je dirais pas reconquérir, puisque Yopougon, le maire sortant, était un maire du parti au pouvoir, donc du RHDP, qui est Kafana, donc le président l'a envoyé à Yopougon, et qu'il serait prêt, il a la carrure, la capacité d'incarner, de porter, en tout cas, la candidature du RHDP aux élections présidentielles. Pour ceux qui se rappellent, moi je suis pour le débat. Je n'aime pas la pensée unique. Je suis parce que pour moi la démocratie c'est le débat, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté de penser, c'est des idées. Voilà, c'est ça la démocratie. La démocratie c'est la liberté de penser, la liberté d'expression, c'est les idées. Mais en même temps la démocratie c'est le respect des principes démocratiques. Vous voyez, donc il y a la liberté de penser, la liberté d'expression, les idées, le débat, la contradiction. Et puis, il y a le respect, il y a des principes dans la démocratie. Les principes démocratiques disent quoi? Et sur ces principes, je veux juste insister. Je veux insister sur les principes démocratiques. Le RHDP a fait un congrès en Côte d'Ivoire. Pendant ce congrès, 2 personnalités ont déclaré leur candidature au congrès du RHDP. C'est l'ex-président de la région du Guémont, Évariste Miambli, qui était ex-député. Et il y a une personnalité du nom de Fofana, si je ne me trompe pas, pour les personnes qui sont là. Si je ne décroche pas son nom, c'est monsieur Yaya Fofana, je crois bien, qui a aussi fait sa déclaration qu'il serait candidat aux élections présidentielle. Donc, il y a 2 personnes qui ont déclaré leur envie, ont déclaré leur souhait, en tout cas, d'incarner la candidature du RHDP. Mais le président de l'Assemblée nationale, il est chef d'institution. Il est chef d'institution. Il est chef d'institution. C'est pas un député lambda, c'est pas un militant lambda, c'est pas un citoyen lambda. Il est chef d'institution. Et l'Assemblée nationale, c'est pas rien. Il est chef d'institution. En ce moment-là, moi je dis, je suis pour des hommes vraiment qui ont ce courage et qui disent, voilà ce que j'ai envie, voilà ce que je veux faire. Même si on n'est pas d'accord avec eux, mais au moins ils ont émis leur volonté. Avant le congrès, si le président de l'Assemblée nationale avait émis son souhait d'incarner, de porter la candidature du parti au pouvoir du RHDP, moi j'allais l'ovationner pour dire bravo, il est courageux. Moi je suis comme ça, je suis quelqu'un de... Je suis entière. Je suis entière. Je dis, s'il avait dit, avant le congrès, il avait émis sa volonté de dire... Parce que, moi, tout le monde sait, hein, tout le monde sait, tout le monde sait. Moi, je fais partie des personnes sur les réseaux sociaux, je peux vous assurer, ça fait 2 ans, je prie, je continue de prier, je dis, moi, je souhaite que le président Alassane Ouattara ne se représente pas. Moi, je l'ai dit. Ça m'a valu des insultes, des injures, ça m'a valu des haines, mais inexplicables. Ça m'a valu, je dirais même, j'ai des amis mais c'est pas grave. Je peux me tromper, mais c'est pas grave. Mais au moins, j'ai donné le fond de ma pensée. Et je pense que, pour moi, hein, je l'ai toujours dit, j'ai toujours dit que le parti au pouvoir, que tous les partis politiques d'ailleurs, c'est pas que le parti au pouvoir, tous les partis politiques, il y a des personnes compétentes au sein de ces partis politiques. Et je pense que on peut aussi leur faire confiance. Je l'ai dit. Donc si le président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo, qui n'est pas rien, qui est une personnalité, je ne sais pas si c'est 2e, 3e, parce qu'il y a le vice-président maintenant, donc je ne sais pas si c'est le 2e, c'est la 2e personnalité ou la 3e personnalité du pays. Je ne pourrais pas vous
parce qu'avec le Sénat et l'Assemblée nationale, donc voilà, mais à vice-président, s'il avait dit, il avait émis sa volonté de candidater, de dire, mais je suis candidat au congrès, parce qu'un congrès, c'est ça, hein, un congrès, c'est de désigner un candidat, de mener un débat, de mener la réflexion, de réfléchir, de dialoguer, de peser le pour et le contre, de regarder les capacités des uns et des autres à la carrue, qui peut incarner notre projet. Voilà, c'est tout ça qu'on appelle un congrès. Donc, si le président de l'Assemblée nationale, en ce moment-là, avait émis sa volonté de dire « je veux être le candidat du RHDP », bon, j'allais l'entendre pour dire « oui ». C'est son droit, c'est sa volonté. Mais il est président de l'Assemblée nationale. Il est président de l'Assemblée nationale. Donc, il est chef du groupe parlementaire du parti au pouvoir. Si lui, il sort du pays pour dire, sur des chaînes étrangères, je veux incarner en octobre 2025 la candidature, je peux faire gagner mon parti au pouvoir, c'est qu'il y a quelque part un dysfonctionnement. C'est ce que je dis. Mais je sais pas où soit. Ça, c'est l'imaginaire. Hein. Maintenant, ça, c'est l'imaginaire. Je sais pas ce que je dis forcément, mais je dis c'est l'imaginaire. Parce que ça sous-entend. Et puis, ça laisse les gens imaginer plein de choses, mais c'est normal que les gens puissent s'interroger, c'est normal que vous posiez cette question à laquelle je n'ai pas de réponse vraiment. Vous avez compris que je n'ai pas vraiment de réponse à cette question que vous me posez. Je sais, tant mieux que mal, de trouver, d'essayer de comprendre moi-même, comme vous aussi. Mais où ça sous-entend quoi? Peut-être, bon, qu'il est dans le secret des dieux, certainement qu'il sait que le président ne va pas se représenter, où le président a fait un choix sur une candidature qui ne le sied pas, donc il commence déjà à exprimer sa volonté ou bien son désaccord déjà du choix. Donc, il y a plein de choses. Ça c'est l'imaginaire. Je dis, c'est vraiment l'imaginaire. Je ne dis pas que c'est ça. Je dis, c'est l'imaginaire. Mais je ne dis pas que c'est ça. Donc, je précise, je ne confirme pas. On essaie d'imaginer en fonction de l'interview, d'essayer d'imaginer. Mais c'est l'imaginaire. On va rester vraiment sur l'imaginaire. On essaie d'imaginer ensemble. Parce que, voyez-vous, pourquoi j'insiste sur ce côté-là? Oui, tout à fait, parce que le président, effectivement, le président a dit qu'il allait réfléchir, qu'il prenait le temps de la réflexion, qu'il allait donner sa réponse. Mais c'est pas facile, hein, vous savez. Quand on est chef d'État, on a des courtisans, on a tout le monde autour, il y a plein de choses qui sont en jeu. Prendre une décision aussi difficile, ce n'est pas facile. Il faut le reconnaître, ce n'est pas facile. Mais il faut prendre une décision, le président la prendra, il lui revient, il sera seul face à son miroir, nous on ne peut rien faire d'autre. À part attendre comme tout le monde, dont j'invite chacun à attendre, effectivement. Maintenant, je dis une chose, c'est par rapport à l'incarnation de l'institution elle-même. Vous savez, moi je suis quelqu'un, c'est comme Guillaume Soro. Guillaume Soro était président de l'Assemblée nationale. Et ça, il faut que... C'est pour ça que je dis, en tant que chef d'institution, il est très intelligent pour pouvoir faire cette erreur. Donc, il y a quelque chose... peut-être que c'est un buzz, j'en sais rien. Ou un bug, j'en sais rien. Vraiment. Parce que Guillaume Soro était président de l'Assemblée nationale. Il y a une personne qui me dit il est libre de se proposer. Mais tout à fait, non. Mais vous venez de prendre le live en cours, vous pouvez aller en arrière pour comprendre ce que j'ai dit au départ. Je dis, la démocratie, c'est la liberté de chacun de s'exprimer, de penser, de décider, de croire ou de ne pas croire. Mais en même temps, la démocratie, ce sont des principes. Ce sont des principes, ce sont des valeurs. La démocratie, c'est aussi ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. Et ça, je l'ai dit au début de cela. Donc, quand vous le prenez en cours, patientez, suivez au bout, et puis après, vous pouvez répartir en arrière. Il y a une option derrière. Vous répartissez en arrière pour prendre le live en cours,
pour comprendre ce qui s'est dit au début, parce qu'on ne va pas se répéter tout le temps durant ce live, parce que je ne vais pas rester longtemps. Alors, je réponds pour dire, pour ceux qui viennent d'arriver, je dis, la démocratie, c'est la liberté de penser. C'est les idées, c'est le débat, c'est aussi le consensus. C'est le respect des principes et des valeurs. C'est les institutions. Et quand on incarne une institution et qu'on est président des partis, président du groupe parlementaire du parti au pouvoir, il y a un couac. Il y a un couac. Il y a un couac. Pour moi, il y a un couac. Pourquoi? Parce que M. Bitogo lui-même est arrivé à la tête de l'Assemblée nationale en disant ceci. Soro Guillaume libère le tabouret. Qui se rappelle de cette phrase? Soro Guillaume libère le tabouret. Parce que moi-même qui vous parle, j'ai dit à Guillaume Soro, tu ne peux pas être chef d'institution, président de l'Assemblée nationale, président du groupe parlementaire du parti au pouvoir et t'opposer à la politique du gouvernement. Ce n'est pas correct. C'est pas responsable. C'est pas respectueux des institutions. Moi, Soro le sait. Moi, Soro m'a bloqué sur Twitter. Sur Twitter, Soro m'a bloqué. Oh, je t'embrasse, cœur pour les étoiles. Merci, Dominique Yaba. Merci, je t'embrasse, merci. J'ai dit à Soro, j'ai dit, tu ne peux pas être à la tête de l'Assemblée nationale et puis dire que tu t'opposes au chef de l'État et tu t'opposes au gouvernement. C'est pas cohérent. C'est pas, parce que tu mènes c'est toi qui la politique du gouvernement, tu l'introduis à l'Assemblée, les réformes du gouvernement, tu fais passer les réformes parce que la majorité parlementaire, c'est le parti au pouvoir. Donc, à partir de cet instant où tu ne t'opposes pas à une réforme de loi à l'Assemblée nationale, où tu ne fais pas de proposition de loi à l'Assemblée nationale, ça veut dire que tu es en accord avec les propositions de loi, les réformes de loi et la politique du gouvernement. Donc, rien ne doit t'opposer au chef de l'État. Il faut que tu respectes les institutions. Je fais partie des premières personnes, je vous dis aujourd'hui, il y a des éléments de Guillaume Soro qui m'en veulent et qui me disent toujours, si Soro a quitté l'Assemblée nationale, c'est à cause de toi, Gouza. C'est à cause de toi, Gouza, que Soro a quitté l'Assemblée nationale. Je dis à ses frères et sœurs, parce que ça reste mes frères et sœurs, nous sommes des frères et sœurs. Même si on n'est pas en accord sur le débat, sur les questions, sur les sujets, mais on reste des frères et sœurs, je leur dis toujours, moi je suis respectueuse des institutions, je suis républicaine et démocrate, je suis ouais et puis je suis BT. Je suis les deux en un. Moi, je suis ouais et puis BT. Républicaine et démocrate. J'incarne. Donc, je suis respectueuse de ça. Donc, le président de l'Assemblée nationale, à l'époque, a dit à Guillaume Soro, libère le tabouret. Donc, moi, je m'interroge aujourd'hui sur sa volonté, étant chef d'institution, de venir en France pour dire, je veux être le candidat du parti au pouvoir, en lui-même appelant le président sortant à se représenter pour la 4e fois. Donc, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais fermer la parenthèse concernant l'interview du président de l'Assemblée nationale. Je vais juste dire, quand Soro Guillaume a commencé comme ça, là, j'ai dit à Soro, tu vas quitter la tête de l'Assemblée nationale. J'ai dit le perchoir. Moi, je n'ai pas parlé des tabourets. C'est le président actuel, Adama Bitogo, qui a parlé des tabourets. Moi, je parlais des perchoirs. Donc, aujourd'hui, peut-être que le président de l'Assemblée nationale lui a envie de aussi libérer le tabouret. Je n'en sais rien. En tout cas, on est dans la spéculation. On est dans l'imaginaire. On est dans le questionnement. Voilà. Et donc, je vais juste fermer cette parenthèse. Parce que, vous voyez, moi, je suis comme Moumi, grillé des deux côtés. Si j'ai dit un côté c'est bien, l'autre côté dit oh elle a dit que c'est bien, on vient on m'insulte. Si j'ai dit l'autre côté c'est bien, l'autre côté vient on dit oh on m'insulte. Si j'ai dit l'autre côté c'est pas bien, l'autre côté vient l'applaudir oh c'est qu'elle a fait c'est bien. Le jour que je dis que l'autre côté n'est pas bien, l'autre côté vient pour dire oh donc je suis comme Moumi, ma soeur Dominique Yaba, je t'embrasse. Moi je suis comme Moumi, je suis grillé.
Voyez, non? Comme on dit en ivoirien, cabri mort n'a pas peur de couteau. Donc voilà, nous sommes des femmes d'opinion, des femmes d'idées et des femmes de liberté de pensée. Donc on est préparé à toutes ces choses-là. C'était juste la réponse que je peux apporter sur ce sujet. Merci Zika Miledj, merci pour les cœurs. Voilà ce que je peux apporter. Deuxième question. Voyez, là quand je parlais de ça, je vous assure qu'il y a ce qu'on appelle les pro-babou. Ils m'ont dit, ouais, c'est bien. Mais là, j'arrive maintenant sur le cas Awa Domelo. Et vous allez voir encore, d'autres vont m'attaquer pour dire, oh, c'est pas bien. Bref, on va fermer la parenthèse sur l'interview du président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo. Deuxième sujet. Voilà, deuxième sujet. Ça rejoint la même chose. Hein, parce que, vous voyez, sur le deuxième sujet... C'est un lien avec le premier sujet, parce que c'est toujours la démocratie, c'est le respect des principes démocratiques, c'est toujours la démocratie, les règles à faire. On dit ADM, ah d'accord, je ne comprenais pas, je voyais ADM, Awa Domelo, d'accord. Bon, donc, cette question, je vais l'aborder, mais je vais faire une petite précision d'abord. Parce que ceux qui vont prendre ça en cours vont dire, tu as fait une publication la dernière fois, parce que quand j'ai fait la publication sur la question, le lobbying que fait Awa Domelo pour la Russie en Afrique francophone, moi je suis en désaccord total avec lui. Ah ça, je le dis clairement. Je parle du lobbying, hein. Là je ne parle pas de son choix d'être candidat, c'est autre chose, ça n'a rien à voir. Mais je vais préciser que moi, je suis une francophone. Moi, je suis une francophone. Awa Domelo a décidé d'être russophobe. Ou russophone. Moi, je suis francophone, lui, il est russophone. Il est russophone. Moi, je suis francophone. Donc, on n'a pas la même culture. Mais heureusement qu'il parle français. Donc, il est né francophone, il est de culture francophone, et puis pour des questions peut-être de boulot ou de job, il a décidé d'être russophone. Moi, je suis francophone. Donc lui et moi, c'est clair que on n'a pas la même vision de l'Afrique francophone. Moi, je suis francophone, je le revendique. Je suis francophone. On a une culture commune. Et vous voyez, c'est pourquoi les pays francophones, les chefs d'institutions, il y a eu 28 chefs d'institutions qui sont arrivés à Paris pour la 50e session de la francophonie. On a la francophonie, je reviendrai sur la francophonie, spécialement sur la francophonie, pour qu'on puisse parler de la francophonie, parce qu'on fait souvent des erreurs. On fait des erreurs. On fait beaucoup d'erreurs. Et nombreuses personnalités ou nombreux intellectuels africains sont en train d'induire l'Afrique francophone, c'est qu'une partie de la masse francophone en erreur. Nous ne sommes pas russophones. Pour ceux qui vivent en Europe, là, qui connaît les Russes, vous pouvez vivre avec eux. Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Ah oui, il est francophone, mais russophile. Ah ben oui, c'est possible. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas francophones et qui sont francophiles. Donc, c'est possible. C'est possible. Moi, je suis francophone. J'aime la francophonie. Je le dis, la francophonie est un cadre génial. Si la francophonie, là, n'existait pas, nous, les Africains, sur le continent, on n'allait pas communier, on n'allait pas communiquer. On allait se parler comment? Prenez chaque pays d'Afrique. Il y a combien d'ethnies dans chaque pays d'Afrique? La Côte d'Ivoire, il y a plus de 60, il y a 63 ethnies en Côte d'Ivoire. Au Mali, il y a plusieurs. Au Burkina Faso, il y a plus de 70 ethnies, si je ne me trompe pas. Pour les personnes qui sont là, vous pouvez me dire, en fonction des pays, si vous savez le nombre d'ethnies, vous pouvez l'écrire. Au Cameroun, par exemple, il y a plus de 200 ethnies au Cameroun. Est-ce que vous savez ça? Au Cameroun, là, il y a plus de 200 ethnies au Cameroun. Le Congo, on n'en parle même pas. Parce qu'au Congo, là,
Eux, ils ont bientôt 1 milliard d'habitants. Le Nigeria, on n'en parle même pas. Donc, imaginez-vous, toutes ces ethnies en Afrique, là. Si l'Afrique francophone ne parlait pas français, là, on allait parler à les autres, là, sur quelle base? Il y a des gens qui vont dire, oh, avant, on était Kémite, ou on était quoi? On était Bantou, on parlait Swahili. Mais on parlait Swahili quand? Au Moyen-Âge, dans l'Antiquité. On va repartir dans l'Antiquité pour revenir là en 2021. Et puis, je ne suis même pas sûre. Ça, c'est un autre sujet. Je ne suis même pas sûre. Parce que souvent, on parle... C'est là où je suis en désaccord avec M. Awadon Melo, ou bien ADM, sur la question de la géopolitique. Sur sa décision je ne dis pas qu'il a claqué la porte, parce que je n'ai pas l'exactitude, mais sa décision soit de sortie du PPACI, où je ne prends vraiment pas de précisions, donc je ne peux pas confirmer des choses que je n'ai pas vraiment de précisions, mais je sais qu'il y a des couacs, il y a des dissensions, il y a une crise au sein du PPACI en tout cas. C'est son choix et je respecte ce choix et je viendrai dessus. Mais pour l'heure, je dis, la francophonie est une chance. Moi, je le dis, je l'assume. Hein. Peut-être qu'il y a des gens qui ne l'assument pas par orgueil ou par honte. Oui, parce qu'il y a aussi la honte de l'échec. La honte de l'échec fait que certains intellectuels détestent la francophonie. Mais ce qui est extraordinaire, ils sont sur les réseaux sociaux, ils insultent la France, mais ils parlent français. Mais ça veut dire que si la France n'était pas là, on allait parler, peut-être on parlait arabe aujourd'hui, nous tous. Et encore pour ceux qui restent. Oui. Si la France, là, la France dont on parle, là, si la France n'était pas venue en Afrique, là, noire, là, les Espagnols en alliance avec les Turcs et les Syriens, ils allaient éliminer tous les Noirs d'Afrique. Je reprends, ça va rentrer là-dedans. Parce que souvent, je dis qu'on a des intellectuels qui manquent de culture générale. Et quand je dis ça, les gens disent, ah, mais pourquoi tu es... Non, il y a des diplômés, mais qui manquent de culture générale. Oui, parce qu'avant l'arrivée de la France en Afrique, là, il y avait des Allemands. Avant les Allemands, là, il y avait des Espagnols. Il y avait des Anglais. Les Anglais, les Espagnols, les Turcs, les Syriens, ils ont fait alliance. On vendait les Noirs en Arabie Saoudite. Et ce sont les Turcs qui sont au Maroc, qu'on appelle les Marocains aujourd'hui, là, qui sont d'origine turque et syrienne, là. C'est ceux-là qui vendaient les Noirs. Donc, quand, dans la conférence, pendant la conférence de presse de Awadon Melo, quand il parle de Kankan Moussa, mais Kankan Moussa vendait les Noirs. Kankan Moussa pillait le continent africain, l'Afrique de l'Ouest. Donc, quand vous parlez de l'or de Kankan Moussa, c'est de l'or volé. Kankan Moussa brûlait les royaumes et puis il volait l'or là pour aller vendre ça en Arabie Saoudite. Ma soeur, oh, je t'embrasse. Oh, je t'embrasse pour les étoiles. Merci, je t'embrasse pour les étoiles. Merci Dominique Liaba, merci. 250 étoiles supplémentaires, je t'embrasse. Merci, sœur. Kankan Moussa, donc je veux dire à Awadon Melo, quand on est un intellectuel africain, nous, on n'a pas fait des grandes études, hein. On n'a pas fait les grandes écoles. C'est pas parce qu'on n'est pas intelligent. C'est parce qu'on a suivi notre passion. Sinon, moi, là, j'allais être une grande magistrate. Oui, parce que je le sais. Ça a été toujours le pleur de ma mère. Ma fille. Il dit, maman, Dieu sait pourquoi. Peut-être que c'est ça là Dieu veut me donner. C'est dans ça. Parce que Dieu a tracé le chemin de chacun. Oui. Kankan Moussa, là. Kankan Moussa, il a pillé l'Afrique noire. Donc quand j'entends les gens parler de Kankan Moussa, mais c'était un djihadiste. Aujourd'hui, on parle des djihadistes, là. Mais les Kankan Moussa, là, leur époque, là, c'est ce que les djihadistes font au Sahel, là. C'est ce que Kankan Moussa faisait. Tu vois la différence. Donc quand on est un intellectuel africain, je pense qu'on doit avoir la capacité de comprendre ça et de connaître. Il faut faire des recherches. Aujourd'hui, on parle des djihadistes, des terroristes dans le Sahel.
Mais les terroristes dans le Sahel, là, c'est la descendance des Kankamoussa, là. Donc, quand vous parlez des Kankamoussa, moi, je n'en fais pas un modèle de société pour l'Afrique noire. C'est pas possible. Parce que je connais l'Afrique et je sais les peuplements. Les migrations en Afrique, moi, je sais. Touré Ismaïla, merci. Moi, je sais. Moi, je m'instruis beaucoup. J'apprends. Je fais des recherches. Je vais dans les musées. J'ai dit que un philosophe a dit un jour, si tu veux cacher la vérité à l'homme noir, mets ça dans un livre. Que tu prends la vérité là, tu mets dans un livre, tu mets ça comme ça, tu mets dans la bibliothèque. Il ne va jamais savoir la vérité parce que ça est dans un livre. Mais la vérité est dans les musées. Pour ceux qui n'aiment pas lire, allez dans les musées. Aujourd'hui, vous avez la possibilité. C'est facile. Dans les musées, là, c'est facile. Parce que l'instruction, c'est facile aujourd'hui. Pourquoi on va se limiter au griot? Non. Prenez l'histoire de l'Afrique. C'est comme le cas de Samori Touré. Excusez-moi, ça va vexer d'autres personnes. Parce que d'autres le voient comme un... Mais c'est la même chose que les Kankamoussa. Quand Samori Touré est arrivé en Afrique noire, il a fait quoi? Pour imposer l'islam, il a massacré ses frères noirs. Mais qu'est-ce que les terroristes font aujourd'hui dans le Sahel? C'est la même chose que les Samori Touré ont fait. C'est pas la même chose? Dites-moi. Est-ce que c'est pas la même chose que les Samori Touré? Quelle est la différence? Merci, Dominique Yaba. Les gens refusent de réfléchir et c'est très difficile. C'est difficile. Ils ont une paresse intellectuelle. C'est pénible. C'est pénible. Ils ont une paresse intellectuelle. C'est pénible. Ils refusent de réfléchir. Ils ne veulent même pas réfléchir. Même tu réfléchis pour eux, là, ils te tirent par le bas. Au point que l'Afrique, là, va avoir du mal à décoller réellement. On va être dans le virtuel, dans les slogans. Mais solidement, là, on n'est pas encore arrivé au niveau des Blancs, là. Même leur hôtel, on n'est pas encore arrivé là. C'est difficile. Il faut qu'on arrive. On doit transmettre quelque chose. Peut-être que ce n'est pas nous, hein. Ça va être nos arrière-petits-enfants. Parce que nous-mêmes, là, ce qu'il y a actuellement, ça va être lourd pour nos enfants à porter. Peut-être que ce sont nos arrière-petits-enfants. Ou les autres arrière-petits-enfants. Mais dès maintenant, on doit transmettre au moins le savoir. Pour qu'ils puissent comprendre. Donc, quand je vois Awa Domino parler de Kankamoussa, non, pas vous, s'il vous plaît. Pas vous. Pas vous. Il avait quel or? Il a volé l'or de nos aïeuls. Il a volé l'or de nos ancêtres. Il bradait ça. Il pillait ça. Ceux qui ne voulaient pas, là, ils brûlaient les villages et puis ils prenaient par force. Ce que vous voyez à Goma, là, ils faisaient ça, Kankamoussa. Quand ils savent que sur votre terre, il y a de l'or, là, on vous chasse. Et puis on va piller l'or, là. Et puis il va vendre ça à l'Arabie Saoudite. Ils vendent ça en Arabie Saoudite. Ils prenaient vos enfants en esclavage. Et puis ils partaient les vendre. Vous parlez, j'ai dit que si les Français, on parle des Français, il y a eu la colonisation arabo-musulmane, elle a duré plus de 400 ans. Vous savez ce que c'est? Plus de 400 ans. 400 ans de colonisation arabo-musulmane. Moi, là, j'aime la francophonie. Hein. Il y a eu des erreurs. Oui, c'est vrai. Mais les Arabes ont fait pire que les Français. Parce qu'avant que les Français n'arrivent là, hein, il y avait les Espagnols, il y avait les Portugais, il y avait les Allemands. Mais eux là, les Turcs là, quand on dit l'Empire ottoman, les Turcs là, et ils s'appuyaient aussi sur les Arabes pour venir nous piétiner. Ça n'a pas changé. Hein. Fermons la parenthèse. C'est un autre sujet, un autre débat. Revenons sur la déclaration de Awa Domino. Je n'ai rien contre lui personnellement. Quand je dis ça, il ne faut pas que les gens pensent que, en réalité, parce que les gens sont dans la facilité et dans le raccourci. Non, il y a deux sujets. Je dis, je ne suis pas d'accord. Il est russo,
c'est son choix, c'est pas le mien. Parce que moi, je suis francophone et francophile. Donc moi, je veux même pas, c'est-à-dire, parce que les gens parlent de la Russie, comme si la Russie pouvait apporter quelque chose à l'Afrique en matière même de développement. La Russie ne peut rien apporter en Afrique en matière de développement. Parce que, Awadon Melo, ADM, on va dire pour faire court, parce que faut pas que je puisse écorcher son nom. Awadon Melo, il était conseiller du président déchu en Guinée. La Russie était là-bas. Depuis Sékou Touré, la Russie était là-bas. Et puis elle est toujours là-bas en Guinée. La Russie a apporté quoi aux Guinéens pour que les Guinéens viennent en masse comme ça en Côte d'Ivoire? C'est installé au point que nous-mêmes on est étouffés. La Côte d'Ivoire est un petit pays, mais elle héberge plus des ressortissants de la sous-région même. Au point que les Ivoiriens même sont étranglés. Parce qu'on n'a plus d'espace. Vous savez ce que ça provoque dans une nation? Quand ceux qui ont le pays ne s'y sentent plus, ils n'ont plus d'espace à créer des crises communautaires. Donc si la Russie pouvait apporter développement, là, les Guinéens n'allaient pas remplir en Côte d'Ivoire. Ils allaient rester en Guinée. Mais regardez la Guinée. C'était la Russie qui était là-bas. Samori Touré a fait la passe à la Russie. Et Samori Touré du moins. Donnez le nom du monsieur là, j'oublie même. Touré, ils sont tous Touré, on ne comprend plus rien. L'ancien président guinéen, Sékou Touré. Sékou Touré. Pourtant, la Guinée est un pays immensément riche. La Guinée, là, le sous-sol guinéen est plus riche que le sous-sol de la Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous dis ça. Il n'y a qu'à répéter, les gens vont comprendre. Peut-être les Guinéens, peut-être ils ne savent pas eux-mêmes. Les Guinéens ne savent pas que leur sous-sol est riche. Ils ne savent pas. Et ils pensent que c'est la Côte d'Ivoire qui est riche plus que la Guinée. Non, hein. La Guinée est plus riche en matière de matières premières que la Côte d'Ivoire. Sékou Touré, merci Dominique Yaba. La Guinée est plus riche. Les minéraux, là, quand on parle des minéraux, les terres rares, là, ça y est en Guinée. Aujourd'hui, là, quand vous voyez Donald Trump prendre nos 5 chefs d'État africains pour les inviter à la Maison Blanche, là, les États-Unis ont la richesse des terres rares. Parce que longtemps, les États-Unis se sont focalisés sur le pétrole. Le pétrole qui fait le pouvoir, qui fait la force des États-Unis au niveau mondial. Mais aujourd'hui, avec l'énergie renouvelable, comme on dit, d'après eux, l'énergie propre, ça c'est à discuter parce que moi je ne considère pas que ça soit l'énergie propre. Quand on va piller, on va creuser le sous-sol des pays pour retirer les terres rares. Ce qui permet, parce que les terres là, ce sont des couches. Mais quand tu vas creuser là, les terres là, ça s'affaisse. Donc l'Afrique risque de s'affaisser. Ça a déjà commencé en Afrique de l'Est. Donc, je ne vois pas ça comme une question de dire on ne peut pas protéger le climat et puis aller courir chercher les terres rares. Bon, c'est un autre débat. Mais les Africains, on dirait qu'on n'a pas d'intellectuels, on dirait qu'on n'a pas de sociologues, on dirait qu'on n'a pas de philosophes, on dirait qu'on n'a pas de chercheurs, on dirait qu'on n'a pas de scientifiques, on dirait qu'on n'a pas de chimistes. C'est pas possible ce continent. C'est quand même terrible. Donc, pour vous dire que moi là, je suis francophone. J'ai toujours dit, je préfère discuter avec le français, plutôt même qu'avec l'américain, plutôt qu'avec le russe, et encore pire avec le chinois. Ah non. Ah non. Parce que vous allez voir, vous n'allez pas croire. Les Français, oui, après toutes ces colonisations que j'ai citées là, la France est arrivée. Mais comment la France est arrivée en Afrique? Je vais m'asseoir un jour, je vais vous donner les dates avec les détails, et je vais vous expliquer les combats qui ont été menés. Comment la France a su repousser les Arabes et les Espagnols et les Anglais. Je vous dis, le noir n'allait plus exister sur le continent. Parce que les Arabes ne savent pas partager avec vous. Ils vous prennent tout. Il faut comme les Chinois. Pour l'instant, vous ne savez pas. Mais ça arrive, ça va vous trouver. Ça va vous trouver. Vous voyez, mais vous fermez vos yeux. Le ministre Adjumani dit, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Oui, mais vous voyez. Attendez, ça va venir vous trouver. Les Hezbollah, le Hamas,
Vous êtes assis, vous pleurez les Palestiniens. Vous les connaissez. Vous les connaissez. Ce qu'ils vont vous montrer sur ce continent-là. Vous n'allez pas croire. Je ferme la parenthèse. Venons à la déclaration de M. Awa Don-Melo. Merci. Merci. C'est Martial, oui, merci, Martial. Awa Don-Melo, on va dire ADM parce que ça va être compliqué. Melo, là. Pour voir que j'ai dit Melon, ça va pas être bien. On va dire, elle a dit une chose sur Awa Don-Melo. Maintenant, non. Bien, venons à la déclaration de M. Awa Don-Melo. Sincèrement, on va rentrer dans un sujet. Ah, ça concerne tout le monde. Mais je vais être plus simple possible. Parce que je vais prendre parti. J'ai dit, je suis momie, je suis grillée de deux côtés. Il s'agit des élections présidentielles d'octobre 2025. Donc, dans 3 mois, c'est les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Awa Don-Melo, oh là là, je vais y arriver. Awa Don-Melo, dans sa déclaration, a dit qu'il a fait une proposition à l'ex-président, au président Laurent Gbagbo, de faire des propositions de candidatures de 2 à 3 candidats pour les parrainages pour les élections présidentielles. Je reprends. Si ce n'est pas ça, vous me dites que ce n'est pas ça pour que je puisse rectifier. Hein. Awa Don-Melo a dit au président Laurent Gbagbo qu'il faudrait faire des parrainages de 2 à 3 autres candidats en plus de lui pour les élections. Awa Don-Melo. Merci. C'est Melon qui vient dans ma tête. Peut-être que comme il fait chaud, il m'a Melon. Alléluia, il m'a Melon, il fait chaud. Pardonnez. Donc, Awa Don-Melo a dit au président Laurent Gbagbo de faire des propositions des candidats. Il fait chaud, pardonnez. 2 à 3 candidats pour les élections, pour le parrainage. Et il paraîtrait que ça n'a pas plu à l'épouse, la nouvelle épouse du président Laurent Gbagbo. Et à monsieur, il y a un nom qui est sorti, monsieur, en tout cas au cadre de son parti. Donc il y a 3 noms qui sont sortis. D'abord, je vais préciser une chose. Moi, je suis pour la citoyenneté. Je fais la promotion de la citoyenneté. Que dit le code électoral? Et qui peut parrainer et quel candidat, en plus de ces parrainages, peut être candidat? Ça fait 2. Ça fait 2. Qui peut être candidat? Ok. Est-ce que le candidat que nous parrainons peut être candidat? Ça fait 2. Ce que je dis là, moi je le dis pour éduquer les citoyens. Après, comme on dit en France, chacun voit midi à sa porte. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais au moins, tu donnes les éléments d'information pour que le citoyen puisse comprendre. Bien. Pour être candidat à l'élection présidentielle, c'est pas moi qui le dis, c'est le code électoral, c'est la Constitution. Maintenant, si on doit faire évoluer un certain nombre de choses, c'est un autre débat. Il revient aux parlementaires de faire évoluer les choses. Là, je parle de ce que dit la Constitution actuellement et de ce que dit le code électoral. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord. Je donne juste l'information. Je ne fais pas rentrer dans le sentiment personnel. Mon sentiment personnel, je le garde pour moi. Comme vous gardez votre sentiment personnel pour vous. L'élection présidentielle, on doit être citoyen. On doit avoir plus de 18 ans. Je pense que c'est 35 ans minimum pour les élections présidentielles. Moi, je souhaiterais même qu'on ait à 45 à 47 ans. Parce qu'un homme de 45 ans, il est en train de revivre son âge de puberté. Donc, il est un peu olé. Oui. Parce que pour incarner les institutions, pour diriger une nation, il faut être posé. Il ne faut pas être olé. Pourtant, les hommes, là, c'est la courbe qui le dit. Hein.
À partir de... Les hommes, ça s'agit à 40 ans. À partir de 45 ans, là, ils deviennent olé. À 47 ans, 50 ans, on parle de crise de la cinquantaine. Mais si tu donnes la gestion d'un pays à quelqu'un qui fait la crise de la cinquantaine, mais c'est fichu. Tu fous le pays en l'air. Donc, pour moi, c'est important que quand même, la date pour être candidat à l'élection présidentielle, là, on n'a qu'à dépasser légèrement la crise de la cinquantaine. 52 ans, ce serait l'idéal parce que les hommes sont beaucoup plus posés. Sinon, avant, là, olé est trop. Bref. Les hommes sont pas comme les femmes. Hein. Les femmes sont plus posées. À partir de 40 ans, la femme commence à se poser. Vous voyez? Mais les hommes, là, c'est pas facile, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, on peut pas confier, on peut pas donner les clés des institutions d'une nation à des personnes qui font des crises de la cinquantaine. Ça va être délicat. Excusez-moi les hommes, ne m'en voulez pas, mais c'est une vérité. Voilà. Donc, Awa, voilà. Sur TikTok, on me dit c'est de la discrimination. Mais pour une fois, acceptez. Pour une fois, acceptez. Acceptez pour une fois. Donc, là, nous sommes plus posés. Hein? C'est pas pour rien que la femme porte la vie. Sinon, les hommes ne peuvent même pas supporter. Quand ils ont mal au ventre, là, on dirait ils vont mourir à l'instant T. Vous voyez, donc, bref, on va fermer ça, on va continuer. Donc, pour être candidat à l'élection présidentielle, il ne faut pas être frappé par une décision de justice. C'est pas moi qui le dis, c'est le code électoral. Mon code électoral, il est là, je ne peux pas me lever maintenant, il est là. Moi, j'ai toujours fait le code électoral, la constitution, j'ai toujours tout ça avec moi. Quand il y a un souci, c'est comme un dictionnaire. Je vais dans le dictionnaire, je ne sais pas, ça s'appelle, bon, ça c'est un livre. Hein. Je prends, puis je fais les recherches pour comprendre, article, tant dit quoi, puis je fais mes recherches pour comprendre. Donc, si celui qui est frappé par une décision de justice, qui a perdu ses droits civiques et politiques, ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la loi ivoire. C'est la loi. Hein. C'est dans le code électoral. Moi, je ne suis pas député. Donc, tous les députés de la nation savent ça. Ce n'est pas moi, Gouzana, on me dit ça. Bien. Le parrainage. La question, elle est la suivante. Des candidats qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale, pour l'heure, je vais vraiment préciser pour ne pas que ça soit mal interprété. Pour l'heure, je ne sais pas de quoi demain est fait. En tout cas, pour l'instant, jusqu'à aujourd'hui, là. Aujourd'hui, pour l'heure, certains candidats ne sont pas sur la liste électorale. Est-ce qu'il faut leur accorder les parrainages? Ça dépend de leur parti politique, de leurs électeurs qui décident de leur accorder les parrainages. Ça, c'est un choix qui revient à chacun. C'est une bonne chose. D'accord. Mais est-ce qu'il faut penser à côté, donner des parrainages à 2 ou 3 au cas où? Ça aussi, ça peut être une stratégie. Moi, là, je parle dans mon domaine professionnel. Hein, en tant que consultante politique. Là, en tant que communicante, moi, je peux donner ce conseil soit à un parti politique. Là, je parle en tant que professionnel. Là, je suis citoyenne, oui, mais là, je m'adresse à vous, là, maintenant, en tant que professionnel. Moi, en tant que consultante, j'aurais conseillé aux partis politiques qui ont certes déjà leur leader, parce que la CEI remet les kits aux candidats que les partis politiques ont désignés. Je reprends. Les kits pour les parrainages, là. La CEI donne ça aux candidats que les partis politiques ont désignés. Est-ce que je me fais entendre jusque-là? Parce que c'est très complexe. Hein. Il faut que les gens comprennent. Parce que si les gens ne comprennent pas, ça va être difficile à... Chacun peut mal interpréter la chose. La CEI. Kalilou Sangaré, salut mon frère. Salut à toi. La CEI remet les kits
de parrainage aux candidats que chaque parti politique a désigné. C'est au nom de ce candidat que la CEI remet les kits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les parrainages là, si vous les donnez aux candidats que vous avez désignés, je mets M. Tatampion, voilà, je vais mettre monsieur X, d'accord? Si vous avez donné, si les partis politiques ont dit monsieur X est notre candidat, la CEI ne va pas dire est-ce que monsieur X il est éligible ou pas. La CEI prend note, la CEI dit bien, on va donner les kits de parrainage aux représentants du candidat et non aux représentants du parti politique. Ça fait deux. Parce qu'il y a le parti politique, il y a le candidat, il y a le représentant du candidat, qui n'est pas forcément le porte-parole du parti politique. Donc, pour revenir au cas de président de l'Assemblée nationale, c'est pour ça que je dis peut-être que c'est un gag, peut-être que c'est bon, les Ivoiriens aiment le buzz, les personnalités aussi aiment le buzz aussi. Donc peut-être qu'il fait aussi son buzz aussi. Aïe, le gars est venu à Paris actuellement, là, il a fait son buzz, on parle de lui. C'est aussi une forme de communication. Parce que le président de l'Assemblée nationale, qui est garant des institutions, il sait que les kits que la CEI a donné au RHDP, là, la CEI a donné ça aux candidats, aux représentants du candidat. Donc, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo, connaît, il a le nom du candidat du RHDP. C'est le candidat, là, c'est à son représentant que la CEI donne le kit. Donc, c'est pour ça que je dis, voilà, ça peut être du buzz, ça peut être, bon, voilà, bon, ça occupe l'actualité politique aussi. C'est aussi une forme de communication. Ou soit, peut-être que les kits que la CEI a donné là, c'est Adama Bitoko qui est dessus. Moi, je ne sais pas, je ne sais pas dans le secret des dieux. Je ne sais pas. Donc, chaque parti politique a reçu les kits avec le nom du candidat. Mais est-ce que la question, c'est-à-dire la violente question, Dominique, mais la CEI a dit est-ce que le RHDP est un candidat? Mais certainement, s'ils n'ont pas de candidats, ils ne peuvent pas recevoir le kit. Mais comme pour l'heure, les candidats sont pas publics, la liste des candidats à qui la CEI a mis les kits ne sont pas publics. Donc, chacun peut se lever pour dire que j'ai parrainé moi. Ça aussi, ça occupe aussi l'esprit des Ivoiriens. Les Ivoiriens aiment buzz. On leur sert du buzz. Si tu aimes Kokobaka, on te donne Kokobaka. Si tu aimes Ngomi, comme nous, on te donne Ngomi. Donc, est-ce que le fait de donner les kits à chaque représentant du candidat rend le candidat légitime? Ça, c'est une autre question. Et cette question, c'est pas la CEI qui va décider de cette question, mais c'est le Conseil constitutionnel qui va décider de la question, de savoir, est-ce que celui qui a les parrainages, là, il est éligible? Voilà la vraie question sur laquelle chacun devait mener la réflexion. Donc, je pense que la remarque, parce que j'appelle ça une remarque, la remarque de M. Awadon Melo est légitime. Moi, là, je vous parle en tant que consultante. Je le dis, je parle en tant que consultante. Si moi, je devais donner des stratégies si des partis politiques ou un parti me consultait, je le dis, si ton candidat pour l'heure n'est pas sur la liste électorale, peut-être que le président, par la loi d'amnistie, va amnistier tout le monde, parce qu'il n'y a que lui seul aujourd'hui qui peut amnistier les candidats pour qu'ils soient sur la liste électorale. Il n'y a que le chef de l'État. Parce que tout le reste, on va perdre du temps. On va perdre du temps. Tout ce qui se passe là, on va perdre du temps. Moi, je l'ai dit, je me rappelle bien que j'étais sur un panel avec le représentant de Jean-Louis Billon, qui est un grand frère à moi, hein, il est en France ici, Eloge Bongo, qui est un grand frère à moi. Je lui ai dit, à l'époque, je lui ai dit, mais
Et puis, il y avait le représentant du PPAC, je pense, le PPAC. Je dis, vous avez une loi d'amnistie à l'Assemblée nationale. Vous avez une loi d'amnistie à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Entre nous. TikTok a commencé ces trucs-là encore. Lui, je vais te laisser, puis on le recommencer. Il y a une loi d'amnistie à l'Assemblée nationale. Cette loi d'amnistie-là, faites glisser, d'accord, d'accord, bon, excusez-moi, je vais relancer TikTok parce qu'eux, ils aiment bien fatiguer. Mister Tok Tok, je vais le relancer. Et puis, il va me... Voilà, je vais le relancer, puis on continue. Pardon. Pas mettre la publicité ici, là. Hey, ça va dire ça. Hey, ça va dire ça. Attends, la publicité blanée en Afrique, on a. Je suis même pas prête pour votre pub, là. Voilà. Donc, je vais relancer TikTok ici. Bien. On a relancé ici pour y aller. Très bien. Et donc, je dis, c'est par la loi d'amnistie. Il fait chaud, mes amis. C'est par la loi d'amnistie. Par la loi d'amnistie que ce problème peut être réglé. Et c'est par le dialogue. Moi, je l'ai toujours dit. Je dis, la démocratie aussi, c'est le dialogue. Parce que ça ne sert à rien d'aller dans la confrontation pour arriver à des crises inutiles qui ne bénéficient à personne en réalité. Donc, il faut aller toujours, moi j'ai toujours prôné le dialogue. Il y a d'autres qui disent, on n'est pas là pour le dialogue. Peut-être que ça les arrange. Mais moi je pense que tout finit par le dialogue. Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation, a dit, et si on faisait l'économie de la guerre? Parce que tout ce que nous allons faire comme débat, comme crise, comme guerre, comme tension, nous allons finir par signer un accord de paix. Donc nous allons finir par le dialogue. Au lieu de finir par le dialogue, et si on commençait même par le dialogue, on va éviter beaucoup de choses. Et moi, je prône le dialogue entre les acteurs politiques. Je pense que je vais être une des personnes sur les réseaux sociaux. Quand cette histoire a commencé, j'ai fait une sortie pour dire, moi, je demande au chef de l'État, et je souhaiterais que le président de la République puisse rencontrer les différents présidents des partis politiques pour un dialogue direct. Mais moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux ici, on m'a incendié. On m'a incendié sur les réseaux sociaux. On m'a incendié. Mais ceux qui incendient, là, peut-être qu'ils trouvent leur compte dans les histoires de crise. Moi, je ne trouve pas compte dedans. Je dépense de l'argent dedans. Donc, moi, je ne trouve pas de compte dedans. Donc, je ne peux que parler des dialogues. Et que moi, j'ai que le dialogue. Comme arme. Et donc, la question aujourd'hui, on finit par quoi? C'est que le chef de l'État qui va signer. Si le président de la République, le 7 août, décide d'accorder l'amnistie aux personnes qui ne sont pas sur la liste électorale, c'est-à-dire au président du PPACI, Laurent Gbagbo, au président du PDCI, Tidiane Thiam, au président du COGEP, Charles Blé Goudé, au président pardonnez les soroïstes, là, leur parti, là, s'appelle comment? Ce soir-là, il fait chaud. Hein. UDS, c'est ça, hein? Oui. Pas les soroïstes vont venir ici pour m'allumer. Pardonnez, donner le nom des soroïstes, parce que ceux-là, c'est-à-dire qu'ils pensent que tout le monde va s'arrêter à Soro. Je sais même pas aussi, voilà un autre groupe aussi. Ah. Donnez. Son parti s'appelle comment? Pardonnez, j'ai oublié. Il fait chaud. On est déjà, il fait chaud, donc là, le cerveau chauffe. Les soroïstes, c'est un parti là. GPS. Merci Dominique Yaba. Je ne sais pas pourquoi il dit UDS. En tout cas, Soro Guillaume, il s'abario. Je n'ai pas fait exprès. Faut pas, parce que ils sont un peu bizarres aussi. Ils ont des militants babisoto façon là. GPS. Merci à vous. GPS. Donc, si le président, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, peut signer l'amnistie pour Soro Guillaume, Blé Goudé, Tidiane Thiam et Laurent Gbagbo.
et même pour voilà, d'autres personnes, Mais ça là, c'est pas le dialogue, c'est pas par les palabres, ni c'est pas le dialogue. Et c'est ce que j'ai toujours prôné. C'est par le dialogue. Donc, peut-être que aussi la stratégie des partis politiques, ça aussi c'est un autre pan de la chose. Peut-être que le PPAC, le PPACI, le PDCI, le COGEP, est-ce que Blé Goudé il a lancé parrainage? Est-ce qu'il a lancé parrainage? Je ne crois pas. Hein. Enfin bref. Est-ce que Soro a lancé parrainage? GPS a lancé parrainage? Vous qui avez suivi, est-ce qu'ils ont lancé parrainage? Donc, sister, comment vas-tu? Ça va bien. Ça va bien. Merci à vous tous sur TikTok. Merci pour les messages. Donc, c'est peut-être que leur stratégie se disent, bon, oh, non, ah ben voilà, donc ils n'ont pas lancé parrainage. Donc, ils peuvent aussi se dire, peut-être que le président, au moment où il peut accorder l'amnistie, par exemple, aux différents leaders politiques qui ne sont pas sur la liste électorale. Si le président fait l'amnistie et qu'eux, ils n'ont pas de parrainage en ce moment-là, ils seraient biaisés. Donc, pour eux aussi, peut-être que leur stratégie, c'est de dire, allons quand même au parrainage, on verra jusqu'au bout de la chose, comment les choses vont se définir. Parce que s'ils ne vont pas au parrainage, et que le président signe par exemple l'amnistie, comme on dit en France, ils sont grillés. Donc pour eux, c'est mieux d'aller au parrainage, avoir leur parrainage, ce qui permet à leurs différents candidats déjà d'avoir leur parrainage. Et puis, s'ils sont amnistiés, ben, au moins ça va faciliter leurs différentes candidatures. Moi, je pense, hein, ça aussi c'est possible. J'essaie d'imaginer. Hein. J'essaie d'imaginer. Mais n'empêche que, moi, en tant que professionnel, j'aurais dit, en tant que consultante, je pense que il serait intéressant que, au-delà des leaders, des candidats désignés par les différents partis politiques, à côté, d'avoir des candidats qui ont aussi des parrainages. Moi, j'aurais donné ce conseil, si je devais donner un conseil, j'aurais donné ce conseil-là. Enfin, comme c'est déjà fait, je peux m'exprimer, c'est pour ça que j'attendais pour m'exprimer. Je pourrais donner, en tant que, là, je parle en tant que professionnel, j'aurais dit par exemple, au PPAC, il y a, je donne un exemple, je ne dis pas que c'est le cas. Au PPAC, il y a Oulaye Hubert, il y a Awa Dombelo, il y a Issa Malik Koulibaly, il y a... oui, je pourrais dire, Oulaye Hubert, il pourrait avoir... On regarde entre eux, ah tiens, Oulaye Hubert, il peut avoir 1%, parce qu'il faut avoir 1%, 1% des parrainages dans 17 régions sur les 31 régions de Côte d'Ivoire. Donc, Oulaye Hubert, il a la capacité d'avoir les 1%. Donc, on pourrait dire, par exemple, tiens, on va mettre Oulaye Hubert en binôme. Oui, c'est ça, ce sont des stratégies. Enfin, moi, c'est comme ça, ce sont des stratégies. Voilà. Des candidats de précaution. Oui, voilà. Ce sont des stratégies. Au cas où on se dit, OK, d'accord? Ça, ce sont des stratégies. Au PDCI, moi, j'aurais dit, par exemple, il y a les aînés du PDCI. Là. On peut dire, par exemple, Émile Constant Bombé, parce qu'ils ont un certain âge qui est très avancé. Donc, il faut prendre ceux qui ont un certain âge très avancé. Donc, il y a Émile Constant Bombé, il y a l'ancien ministre qui a 93 ans. Voilà. On peut prendre en plus, ça y est que le candidat du PDCI, certes, c'est Tidiane, mais mettre 2, 3, on met 2 comme ça. Bombé et il a son nom là, il a été ministre sous Fouet de Boigny, il est très connu, c'est un ébrié d'Abidjan d'ailleurs, je pense qu'il est le président par intérim actuellement du parti, je ne sais plus. Donc,
On prend les deux, on a encore des parrainages. On dit, bon, ok, on dépose. Ouais, ce sont des stratégies, on construit des stratégies comme ça. Et puis, pareil aussi pour le RHDP. Pour dire, ok, le temps que le président se décide, bon, le RHDP, peut-être que ils savent déjà, certainement, hein, ils savent, bon, pour l'instant, c'est un secret des polychiliennes, donc bon, voilà. Mais ils ont une idée, déjà, enfin, ceux qui sont dans le cercle très fermé, ils ont déjà une idée, puisqu'on leur a remis le kit de parrainage au nom de leur candidat. Donc, c'est le parrainage attribué à une personne, pas à plusieurs personnes. C'est pour ça que je dis, il est intéressant, la proposition que Awa Dom Melo a fait à Laurent Gbagbo, elle n'est pas aussi mauvaise que ça. Et ça s'appelle pas de la traîtrise en réalité. Vous voyez, j'ai été en désaccord avec Awa Dom Melo sur la question de la de la Russie en Afrique francophone, mais je reconnais là, au niveau stratégie, que sa proposition de dire à Laurent Gbagbo, mettons deux personnes comme accordons aussi des parrainages à 2-3 personnes au cas où, c'était pas mauvais. Donc c'est important aussi de le savoir. Donc je pense que j'ai tout dit sur la question des parrainages. Donc je vais conclure pour qu'on puisse comprendre vraiment les candidats qui ont les parrainages, s'ils ne sont pas inscrits sur la liste électorale, on peut leur accorder les parrainages, mais la décision ne revient pas à la CEI. La CEI fait, c'est comme une boîte aux lettres. Je vous envoie votre courrier, prenez. Mais les courriers que vous déposez à la CEI iront au Conseil constitutionnel et c'est le Conseil constitutionnel qui va trancher si tel candidat est apte à être candidat ou pas. Et ça revient toujours au Conseil constitutionnel. Mais avant ça, il n'y a que le chef de l'État qui peut signer l'amnistie par décret. Parce que l'amnistie, il y a deux. Ou soit on va voter à l'Assemblée nationale. Il y a déjà une loi d'amnistie que moi je pense que une loi d'amnistie déposée par Évariste Miyamdi, quand il était député d'ailleurs, que les parlementaires pourraient se saisir de ça depuis très longtemps. Et puis, en démocratie, il faut essayer toutes les pistes possibles, mais légitimes possibles. C'est quand on a usé de toutes les pistes légitimes possibles, on se dit, bon, là, on ne peut plus, on va se tourner vers le chef de l'État. Donc, bon, je sais pas. Franchement, je sais pas. Et moi, je n'ai pas arrêté de dire ça. Donc, j'entends les gens dire, oui, Gouza, tu vois, tu avais dit une époque que Laurent Gbagbo, il était capable de venir à la dernière minute pour dire que son ex-épouse, enfin, pas son ex-épouse, mais sa nouvelle épouse allait être son candidat. Moi, j'ai plus envie de revenir dessus parce que, vous savez, j'ai déjà assez donné. J'ai assez dit. Maintenant, j'observe. J'ai plus rien à dire à ce sujet. Moi, je suis comme ça. J'ai assez expliqué. J'ai assez donné. J'ai assez dit. Maintenant, je prends note. Je prends acte. Et puis, j'observe. Parce que tout ce que vous dites aujourd'hui, là, j'ai déjà prédit ça. Je vous avais déjà dit ça depuis le début. J'ai prédit. J'ai dit, ça va se passer comme ça. Vous m'avez insulté. Vous m'avez injurié. Vous m'avez traité de tous les mots, de tous les noms. Dieu merci, je suis toujours en vie. Si j'étais une personne faible d'esprit, c'est que j'ai vécu avec vous sur les réseaux sociaux, le harcèlement que j'ai subi sur les réseaux sociaux, je sais même le harcèlement que moi j'ai subi sur les réseaux sociaux, j'allais me foutre en l'air. Mais Dieu merci, j'ai une famille qui me soutient. Dieu merci, j'ai un homme qui m'épaule. Sinon, le harcèlement que j'ai subi de votre part sur les réseaux sociaux, il n'y a pas une femme qui a été harcelée comme ça. Pendant de nombreuses années, pendant 5 ans, j'ai été harcelée sur les réseaux sociaux. Mais j'ai déjà tout dit, j'ai déjà tout expliqué. Qu'est-ce que je vais venir dire encore de plus? Je ne peux rien dire de plus. Les dés sont lancés, le jet est fait. Qu'est-ce que je peux rajouter?
Je ne peux rien apporter, je ne peux rien ajouter. Moi, je ne sais pas guérir, je sais que prévenir. Et moi, mon seul malheur, c'est d'avoir raison plus tôt. C'est tout. Parce que j'aime réfléchir. Et ça, là, c'est un problème. Nous qui aimons réfléchir beaucoup, là, c'est le problème qu'on a ici. Quand on réfléchit, quand on vient expliquer, on dit pourquoi tu as réfléchi. Parce que nous, on ne veut pas réfléchir. Et puis toi, tu réfléchis. On vient, on te déteste, on t'insulte, on te menace. Oui, on te menace. Moi, je sais que Laurent recherche la réhabilitation. Mais ça, c'est légitime. C'est légitime. C'est légitime. C'est son droit. Laurent recherche la réhabilitation. C'est son droit. Mais la réhabilitation, elle ne passe pas forcément par un fauteuil présidentiel. Parce qu'à 80 ans, franchement, à 80 ans, il faut 80 ans. Laurent a 80 ans. Le président en a 83. Vraiment. Est-ce que vous avez... On a besoin que nos aînés d'un certain âge, de 80 ans et plus, puissent se bagarrer encore pour un fauteuil présidentiel? Moi, je pense que non. En tout cas, moi, je pense que non. Ils n'ont plus besoin. Ils ont fait leur preuve. Ils n'ont plus besoin de se bagarrer pour un fauteuil présidentiel. Il y a de la ressource, il y a de la ressource, il y a des hommes qui les accompagnent, il y a des hommes derrière eux, ils peuvent s'appuyer sur ces hommes-là. Et moi je crois, et je termine là-dessus, moi je pense, je peux me tromper, mais je pense que le président ne va pas se représenter. Moi je pense. Après, ça c'est mon interprétation, ça c'est ma pensée, je suis libre de penser, ne venez pas m'insulter pour ma liberté de penser non plus. Parce que votre liberté s'arrête là où commence ma liberté. Ne venez pas me jurer pour ma liberté de penser. Ah, ne venez pas. Parce que dans la gamme où je suis actuellement, je suis très posé. Donc, venez pas dans une gamme de à bobolais, de cette façon-là, c'est pas bon. Moi, je pense que le président ne va pas se représenter. C'est un homme, il est intelligent, il ne va pas se représenter. C'est pour ça, pour moi, là, c'est mon analyse. Je pense que c'est pour ça qu'il n'a pas encore donné des réponses, parce qu'il va surprendre les gens. Il va surprendre. Parce que les gens qui vont venir... Moi j'étais à Abidjan en 2020. Comme je l'ai dit là, le slogan « Premier mandat de la 3e République », là, c'est moi, Gouzana, c'est mon slogan à moi. D'ailleurs, s'il y a droit d'auteur de ça, là, c'est à moi, on va donner, c'est pas à quelqu'un d'autre. Parce que c'est ma création. Oui, c'est ma création, c'est ça. Ici, là, on te dit, c'est ma création, ça, il peut être déposé. Premier mandat de la 3e République, il peut être déposé ça, pour dire ça, là, c'est ma création. Ah oui, je le reconnais. Moi, c'est mon travail. J'écris les slogans. J'écris des concepts. C'est mon travail, c'est mon métier même qui est là. Je suis consultante en communication. Je suis consultante politique. C'est mon slogan. Premier mandat de la... Vous-même, vous avez vu ça en 2020. Donc, moi, j'étais au cœur de 2020. J'étais à Abidjan. Le président ne voulait pas se représenter. Je le dis. Moi, j'étais à Abidjan en 2020. Après, quand on a appris le décès de feu le Premier ministre Amadougon, le président ne voulait pas se présenter. Il a dit non. Il dit qu'il a son image à préserver. Il a dit non. Mais moi, j'ai vu des défilés des gens. Donc, je suis témoin de quelque chose que je sais, que j'ai dit. Moi, je n'invente pas. Il y a défilé, balai des gens qui pleuraient pour dire que vieux, faut te représenter. Mais il y a des gens qui pleuraient parce qu'ils voulaient garantir les postes. Clair même. On n'a qu'à laisser ça. Moi, je vous dis que le président n'a pas se représenter. Il y a des gens qui pleuraient. Ça peut-être louer même des gens dans les villages pour dire qu'il va venir pleurer, attraper le pied. C'est étouffant, c'est fatigant. Il a un âge avancé, puis il est fatigué. Le chef de l'État, attendez, nous-mêmes déjà, mais on n'a pas encore les 50 ans. Là, quand on se réveille le matin, là, on dit, on sent qu'on est en train de partir. Donc, imaginez ceux qui ont 80 ans. C'est pas parce qu'ils ont l'argent que... Non, les eaux, là, il n'y a pas question d'argent dedans. Donc moi, je ne pense même pas. Mais c'est parce que les gens vont le touffer. Les gens vont venir pleurer comme en 2020, attraper ses pieds, envoyer. D'autres vont venir avec les chefs traditionnels avec ici.
Il sait ça, il ne veut pas qu'on le surcharge. Donc il a dit, je vais réfléchir. Et qu'il va sortir dans le dos de tout le monde. Il a déjà choisi son candidat. Mais ça, il a dit, c'est secret des Polychines. Il aura un vice, parce que ça sera un trio. Le vice-président, ce sera un trio. 2025, c'est un trio. Donc vous avez un vice-président, vous avez un candidat qui va choisir son vice-président et son premier ministre. Donc, ou sa première ministre, ou sa vice-présidente, en tout cas, ce sera un trio. Donc, chaque parti politique doit former un trio gagnant. Chaque parti politique doit déjà former un trio gagnant. Ce n'est pas une personne qui fait, c'est une équipe qui fait gagner un parti. Donc, je vais m'arrêter là et vous souhaiter une excellente soirée à chacun et pour vous dire à très bientôt pour d'autres sujets et merci de m'avoir suivi. Belle soirée. N'oubliez pas, la francophonie est notre cadre de vie. C'est une chance pour nous, francophones et francophiles. Nous sommes francophones. Bonsoir.